Bon, bonjour à vous, jeunes gens. Une petite vidéo qui reprend en fait les éléments de correction que je vous ai mis en ligne sur le site. Vous trouvez la vidéo à la suite des différentes diapos que je vous ai publiées concernant justement ce nouvel ordre économique mondial que je voulais vous faire analyser au travers d'un texte que vous avez dans vos manuels, à savoir le texte page 73-11. C'est effectivement à partir de ce texte que nous allons comprendre ce qu'est ce nouvel ordre économique mondial. Alors, dans l'analyse, il convient tout d'abord de s'intéresser au contexte. Et pour identifier le contexte de ce document, on a deux éléments qui sont à prendre en compte. La date, d'une part, 1980, et puis la nature, un rapport de la commission indépendante sur les problèmes de développement économique. Ces éléments, vous les trouvez, comme d'habitude, à la fin du texte. Alors, on va les étudier et les analyser, je dirais, successivement. Alors, pour commencer, la date. Donc la date, c'est la date de 1980. Si on regarde la chronologie que vous avez dans vos manuels à la page 57, cette date, elle s'inscrit dans une période qui est celle de l'affirmation du tiers-monde. Et on peut considérer que cette période d'affirmation du tiers-monde, elle s'ouvre dans les années 60-67 et qu'on peut repérer deux balises, à savoir en 1960 la création de l'OPEP et puis en 1967 la charte d'Alger. Alors revenons rapidement en 1960 sur la création de l'OPEP. L'OPEP, c'est l'organisation des pays exportateurs de pétrole. À l'origine, c'est cinq pays, principalement des pays du Moyen-Orient, plus le Venezuela. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces cinq pays, c'est 90% de la production mondiale de pétrole. Alors, pourquoi? Ben, leur volonté, c'est de rééquilibrer les relations qui existent entre les pays qui produisent et les pays qui contrôlent le marché. Et ils veulent notamment que s'arrête un processus de baisse des prix du pétrole et ils veulent une certaine stabilité des prix du pétrole. Alors pourquoi? Ben, il y a une raison simple. Ces pays produisent le pétrole, mais ce pétrole est principalement consommé par les pays industrialisés et développés. C'est, je dirais, leur marché, le marché principal du pétrole. Il est complètement contrôlé par notamment les grandes multinationales pétrolières américaines. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les années 60, pour les États-Unis, bah, ils ne sont plus autosuffisants en pétrole, c'est-à-dire que pour couvrir leurs besoins, ils sont de plus en plus obligés de faire appel aux pays producteurs. Leurs réserves, et notamment leurs réserves stratégiques, n'y suffisent plus, et donc ils ont tout intérêt pour garantir, je dirais, la stabilité de leur économie, c'est que le prix de cette matière première reste bas. Et première chose. Deuxième chose, les sociétés multinationales, elles voient arriver sur le marché pétrolier de plus en plus de concurrents. Et pour rester concurrentielles, bah, leur objectif, c'est de garantir les prix, là aussi, les plus bas possibles. Or ça, les pays producteurs de pétrole ont bien conscience que ce système-là, il peut pas fonctionner. Et l'une des premières mesures qu'ils prennent dans les années 70, c'est l'instauration de quotas de production. On limite les capacités de production en fonction du marché, de manière à garantir des prix relativement stables. Ce qu'il faut bien ajouter, c'est que dès 1965, l'OPEP est reconnue par l'ONU comme une organisation internationale. Ça, c'est quelque chose de très important parce que dans le développement du nouvel ordre économique mondial, et j'y reviendrai à plusieurs reprises, il y a toujours cette idée des pays en voie de développement qu'ils ne peuvent réellement peser sur la définition de ce nouvel ordre économique mondial qu'à condition qu'ils fassent bloc. Seuls, les uns à côté des autres, en face des pays
industrialisés et développés, ils ne font pas le poids. C'est seule l'action collective qui leur permettra effectivement de peser, notamment dans les négociations internationales. Et c'est l'objectif en 1977 de la charte d'Alger. Alors, la charte d'Alger, c'est quoi? Eh bien, c'est en fait la réunion de 77 pays qui forment en quelque sorte un groupe au sein de l'ONU et dont l'objectif est de relayer l'action de la CNUSET, qui était une commission des Nations Unies pour le commerce et le développement, dont le but était d'intégrer de mieux en mieux, de plus en plus, les pays en développement dans le commerce mondial. Donc ce groupe des 77, c'est une action collective des pays en développement, c'est une coalition qui doit défendre les intérêts politiques des pays en développement lors des négociations internationales, toujours avec cette idée, ils ne pourront peser que collectivement. Et cette prise de conscience, donc, elle est fondamentale. Elle identifie bien aussi dans les relations internationales le fait que le tiers-monde entend constituer une force de négociation importante. Bien. Alors, la source. La source, c'est un rapport, c'est la conclusion d'une commission indépendante, ça veut dire qu'elle ne dépend d'aucun gouvernement, mais par contre, elle a été mise en place par la Banque mondiale. Et il faut savoir que la Banque mondiale, c'est un des instruments de réorganisation de l'économie mondiale, du système économique mondial, pensé en 1945. Et l'objectif de la Banque mondiale, c'est de promouvoir des politiques d'aide et de développement pour les pays en voie de développement. Et ce rapport a été demandé par la Banque mondiale, il a été rédigé par une série d'experts de tous horizons, il y a énormément de personnes influentes, notamment des pays industrialisés et développés, ne serait-ce que parce que la présidence de ce groupe d'experts est confiée à M. Willy Brandt, et M. Willy Brandt, c'est l'ancien chancelier d'Allemagne, fonction qu'il a occupée de 69 à 1974. Et ce rapport, il est présenté à l'ONU en 1980. Et il a pour but vraiment de poser les bases du nouvel ordre mondial, de réduire la pauvreté et la faim, qui sont, je dirais, deux éléments à traiter pour garder, je dirais, la stabilité mondiale. Alors, il est structuré en deux parties. D'abord, une partie où il établit un certain nombre de constats, en s'appuyant sur la compilation de données précises qui mettent en relief en fait les inégalités dans la répartition des richesses. Et puis, dans une deuxième partie, eh bien, il cible un certain nombre de propositions concrètes pour établir ce nouvel ordre économique international. Alors, concernant ici l'analyse. L'analyse de ces trois paragraphes, il y a une première partie, c'est le constat, ça suit le plan en fait du rapport, à savoir un déséquilibre nord-sud. Ce déséquilibre, dès la première phrase, il est bien identifié. Le nord, c'est un quart de la population mondiale, mais c'est 90% des richesses mondiales. Et ce déséquilibre, il s'exprime ici en 3 points. Il se manifeste autour de 3 points. Une domination industrielle, donc si je cite le document, 90% de l'industrie de fabrication mondiale est contrôlée par les pays du Nord, pays développés. Une domination technologique. La plupart des brevets sont la propriété des sociétés multinationales, et puis une domination économique, justement, les FTN, ce sont, je dirais, les principaux acteurs de l'ordre économique mondial, puisque ce sont elles qui contrôlent à la fois les investissements et à la fois, bien sûr, le commerce mondial. Le constat est simple, on assiste à finalement une mise sous tutelle des pays en développement. Partant de là, il va faire un certain nombre de propositions, et la première proposition est celle de la question et de la notion d'aide. Il précise, il ne s'agit pas aujourd'hui
d'une question d'aide. Alors, l'aide, c'était quoi? Alors, il y a ce petit graphique de l'aide publique au développement. Si on le regarde en valeur absolue, ben, on se rend compte que les sommes mobilisées pour l'aide publique au développement sont en forte augmentation. Par contre, si on les évalue en fonction de la richesse des États, on s'aperçoit que la richesse augmente beaucoup plus vite que les sommes mobilisées dans l'aide publique au développement, ce qui veut dire qu'en réalité, l'aide publique au développement, elle diminue. Les pays industrialisés et développés, ils produisent beaucoup plus de richesses qu'ils ne mobilisent de sommes en proportion pour l'aide au développement. Deuxième proposition, il faut réorienter l'aide de manière à permettre à ces pays à subvenir eux-mêmes à leurs progrès, ce qui signifie que le sous-développement, il a en partie des causes internes, ce qu'on appelle les causes endogènes, c'est-à-dire qu'il faut que ces États puissent se doter de structures, puissent se doter de cadres leur permettant ici de conduire une politique de développement économique et leur permettant de s'insérer dans l'économie mondiale. Et le deuxième élément, la deuxième proposition, c'est une vision plus large en disant qu'il y a de plus en plus d'interdépendances croissantes avec le Sud, c'est-à-dire que le Nord et le Sud sont de plus en plus interdépendants et en fait intégrés dans un système qui est un système global. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de rompre avec la notion de dépendance, qui serait en fait le sous-développement, c'est l'expression de la domination du Nord et de l'angle de la dépendance du Sud, mais c'est la prise de conscience que construire ce nouvel ordre international, ça va être de passer de la dépendance à l'interdépendance, c'est-à-dire à des relations qui soient beaucoup plus équilibrées. Allez, merci à vous.